Donc, bonjour à tous, je suis toujours très heureuse d'être avec vous. Je crois que je n'en ai manqué qu'une réunion depuis toutes ces réunions. C'était il y a quelques années quand cette réunion a eu lieu à Dombasle. Donc je ne pouvais pas venir pour des raisons familiales. Et donc voilà, je voulais vous dire que je suis toujours heureuse d'être avec vous. J'ai décidé cette année de ne pas faire de présentation par PowerPoint parce que justement, j'ai beaucoup aimé le titre que m'a proposé François Beignet, La vie du centre de référence. Et la vie, c'est pas un PowerPoint, hein, c'est pas des points, des tirets, c'est des discussions, des échanges, des réflexions. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc ce centre de référence, d'abord je veux dire que la vie du centre de référence, elle n'a aucun sens si elle n'est pas avec vous, avec cette association qui est vraiment fantastique à mes côtés. J'en profite pour remercier toutes ces personnes, en particulier le couple Beignet qui s'investit à fond, mais bien sûr à travers eux, toutes les personnes qui sont à leur côté et qui mettent vraiment ce qu'on appelle de la vie dans cette association, puisque sans vous, on ne pourrait rien faire. Effectivement, hein, c'est tout à fait ce qu'a dit François, c'est qu'il faut mettre la personne au centre. C'est très difficile quand on a un syndrome, et je vais vous expliquer petit à petit pourquoi cette année me fait prendre conscience de certaines choses. On avance comme ça dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut tirer des conséquences de ce qu'on a fait, du passé, du présent. Et donc je vous expliquerai pourquoi j'en suis dans cette réflexion. C'est évident que le fait d'avoir un diagnostic est très aidant, mais ça ne suffit pas. Et ça ne résume pas la personne que d'avoir un syndrome de Prader-Willi. La personne, c'est autrement plus complexe. C'est d'abord beaucoup d'autres gènes, puisqu'on parle ici d'une maladie génétique. C'est aussi l'environnement qui est extrêmement important, l'environnement, l'entourage proche. Et c'est aussi tout ce qu'on peut faire ensemble dans la vie, c'est-à-dire les personnes qui vont s'occuper d'eux dans le soin, mais aussi toute cette vie qui n'est pas que du soin, qui est de la vie. Donc c'est extrêmement important, je trouve que cette journée, lui donner ce sens-là et cette signification particulière, je pense que c'est assez rare dans des réunions de famille et de professionnels de pouvoir échanger de cette façon. Et donc j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un échange particulier. Alors pourquoi cette réflexion cette année un peu plus poussée autour de ça ? D'abord cette année, dans le cadre du centre de référence, a été marquée par la mise en place de ce qu'on appelle les filières maladies rares. Donc peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant et ça n'a pas une grande importance, mais j'en profite pour vous informer. Donc, dans le plan maladies rares numéro 2, un des objectifs, ça a été de mettre en place des filières maladies rares, c'est-à-dire d'essayer de regrouper des centres de référence qui pouvaient partager des préoccupations communes, que ce soit des maladies qui sont proches ou bien des prises en charge qui sont proches, parce que ce n'est pas forcément équivalent. Donc nous avions plusieurs possibilités, soit de nous rattacher en tant que centre de référence du syndrome de Prader-Willi aux maladies endocriniennes rares, à laquelle d'ailleurs groupe de maladies rares auxquelles nous étions rattachés, on va dire par définition, puisque le syndrome de Prader-Willi est quand même une maladie de l'hypothalamus. Et donc, c'était un petit peu normal de se rattacher à ces maladies endocriniennes rares. Donc, ce n'est pas le choix que nous avons fait, après en avoir discuté entre nous, dans le cadre du centre de référence, nous avons choisi de nous rattacher à la filière déficience. Déficience, pour un peu faire un clin d'œil, c'est déficience avec S-C-I-E-N-C-E, c'est-à-dire un défi pour la science, que d'apprendre à travers des patients que nous suivons et à travers des recherches que nous menons, comment on peut s'attaquer à tout ce qui entoure la déficience intellectuelle, puisque dans le syndrome de Prader-Willi, il y a une déficience intellectuelle modérée ou légère, mais elle existe aussi. Donc nous avons décidé de faire ça parce que dans cette filière, il y a aussi le centre de référence des maladies rares à expression psychiatrique qui est dirigé par le professeur David Cohen et dans lequel travaillaient Olivier Bonneau et maintenant Angèle Consoli, que je remercie, je ne sais pas si elle est arrivée, mais avec laquelle nous travaillons de manière étroite. Et je pense que ce choix est un choix intéressant pour nous parce qu'il va nous faire avancer. Alors pourquoi ne pas rester dans la filière maladies endocriniennes rares ? Bien, moi je suis, pour ceux qui me connaissent moins bien, je suis pédiatre endocrinologue depuis plus de 25 ans. Je pense qu'on se voit régulièrement avec les endocrinologues pédiatres et adultes et que ça n'avait pas d'intérêt supplémentaire, donc ce qu'on appelle aujourd'hui de valeur ajoutée, que de participer à cette filière, alors que de participer à la filière déficience, ça nous aide énormément dans la réflexion et dans ce qu'il faut apporter aux personnes qui ont un syndrome de Prader-Willi.
Donc cette année, donc dans la vie du centre de référence, ça a été un moment important. D'une part, donc fin 2014, de décider et de faire cette candidature. Aujourd'hui, 26 filières maladies rares ont été mises en place et labellisées par le ministère. Qui dit labelliser, c'est dire des fonds supplémentaires. On a eu des fonds supplémentaires. On a eu plus de 400 000 € par an. Vous voyez, ce sont des sommes importantes quand même pour faire vivre cette filière. Et comment fait-on vivre cette filière? Eh bien, il y a une personne qui coordonne, une chargée de mission filière, qui travaille essentiellement dans les établissements, avec les établissements médico-sociaux. Le porteur de la filière, c'est le professeur Vincent Desportes, qui est pédiatre, neurologue dans les hôpitaux de Lyon, que je connais depuis de nombreuses années. Et donc, à côté de lui, il y a Marie-Pierre Raymond qui anime cette filière. Et dans chaque centre de référence de cette filière, nous sommes 5. 3 centres de référence avec déficience intellectuelle rare. Et le centre de référence maladies rares, expression psychiatrique, et le centre de référence du syndrome de Prader-Willi. À côté de nous, eh bien, nous avons eu la chance d'avoir une personne qui va nous aider à réfléchir et à travailler sur comment améliorer la vie des personnes, puisque c'est ça, comment former sur tout ce dont ont besoin ces personnes-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup. Alors évidemment, dans la vie, c'est toujours comme ça nous apporte beaucoup, mais ça nous demande aussi beaucoup d'investissement, beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges. Ce qui fait que cette année est marquée pour nous, on en a parlé hier au Conseil scientifique, d'un grand investissement supplémentaire pour savoir ce qu'il faut faire, etc. Alors qu'apportera le centre de référence du syndrome de Prader-Willi et vous-même, puisque comme je le redis, c'est avec vous, eh bien c'est la notion de trouble du comportement et trouble du comportement alimentaire qui, peut-être vous ne le savez pas, est très souvent associé aussi aux autres maladies rares avec déficience intellectuelle. Donc nous allons apporter cela et nous allons recevoir tout ce qui peut être mis en place dans le cadre de la déficience intellectuelle. Donc ça nous a occupé une bonne partie de l'année. À partir de, on va dire, septembre 2014. Nous avons écrit un plan d'action, nous l'avons envoyé au ministère de la Santé en juin. Nous attendons la réponse fin décembre, puisque ce plan d'action devait nous dire combien nous allons avoir de financement pour les années à venir, en tout cas pour les 2 suivantes. Comme vous le savez, rien n'est acquis sur le plan des financements surtout, donc tous les 2 ans, je crois que nous allons devoir rendre des copies. En tout cas, c'est quelque chose d'important pour nous. Nous avons fait, par exemple, la proposition d'essayer de créer, on ne sait pas si ça sera accordé, un centre ressources obésité rare qui pourrait nous permettre d'expérimenter quelque chose. Je ne suis pas certaine que tout soit retenu. En tout cas, c'est une des choses que nous avons demandées. Et dans cette filière, pour un peu se féliciter tous ensemble, eh bien, le guide des pratiques partagées que nous avions présenté l'année dernière, qui est un exemple de travail partagé justement entre les établissements médico-sociaux, l'association de famille et le centre de référence, eh bien, ça va servir de modèle transversal pour toutes les autres personnes avec une déficience intellectuelle rare. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Dans le centre de référence, nous nous réunissons, puisque c'est quand même l'intérêt, c'est de pouvoir échanger, d'améliorer nos pratiques. Cette année, nous n'avons pu faire qu'une seule réunion tous ensemble à Hendaye, à l'occasion de la signature de la charte avec Dombasle, une convention qui va nous lier, centre de référence, association Prader-Willi France et cet établissement de Dombasle. Nous avons fait le point. Je ne sais pas s'il est prévu, si François, tu as prévu d'en reparler un peu plus aujourd'hui. En tout cas, nous avons discuté comment faire vivre cet établissement, comment chacun va jouer un rôle particulier. Et donc, c'était au mois d'avril une réunion intéressante. Qu'est-ce qui nous a occupés également cette année? Eh bien, à la fois dans le nord du pays et dans le sud, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un SSR, un établissement de soins de suite et de réadaptation. Donc, pour vous donner un exemple, Hendaye est un centre, un SSR aussi adulte. Et bien, dans le cadre du plan obésité, nous avions obtenu que 2 établissements, un tout près de Paris qui verra normalement le jour, nous avons eu confirmation hier, en juin 2016 à Montreuil, et puis un qui va ouvrir près de Toulouse, à Ramonville-Saint-Agne, le 23 novembre 2015. Donc on a beaucoup travaillé cette année. Je remercie Guénaël Dienne pour plein de choses, mais aussi pour ça, d'avoir travaillé avec l'équipe de ce centre pour que ce centre puisse accueillir dès début novembre des patients qui vont arriver. Alors évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les demandes en une seule semaine, vous le comprendrez bien, on va faire ça progressivement, mais j'espère que ce centre pourra accueillir les enfants pour des séjours d'une quinzaine de jours. Il y a beaucoup d'autres questions, on pourra en discuter à bâton rompu si vous le voulez.
Et puis, ce qui nous a aussi occupés, c'est d'essayer d'échanger avec ce qui a été mis en place à Paris, en région parisienne, avec l'établissement La Gabrielle, qui permet de donner un souffle un petit peu plus important pour l'équipe de Necker. Je ne sais pas si Graziella est là. Je ne l'ai pas vue encore, non, je ne la vois pas. Donc Graziella Pinto, qui a quand même travaillé pour essayer de faire vivre cette plateforme qui relie un IME, le centre de référence et l'établissement La Gabrielle en particulier pour essayer de faire une plateforme d'adressage pour les personnes qui ont besoin justement d'une prise en charge. Quelques mots sur quelques personnes qui ne sont plus là. Je voulais quand même vous dire que Françoise Lorenzini, le docteur Françoise Lorenzini, qui a travaillé avec nous pendant de nombreuses années à Toulouse, qui s'occupait des adultes, a quitté pour des raisons personnelles et plutôt heureuses pour rejoindre son mari, a quitté la région de Toulouse et est maintenant à Besançon, où elle va aussi travailler dans un SSR qui pourra, j'espère, accueillir aussi des personnes qui présentent un syndrome de Prader-Willi. Et puis, chez nous aussi, une personne qui a travaillé avec nous pour les adolescents, le docteur Emmanuel Mimoun, qui a changé pour des raisons aussi de carrière et d'intérêt, qui n'est plus avec nous depuis le 1er septembre 2015. Voilà. On a aussi de nouvelles arrivées, des gens qui travaillent avec nous, Marion Valette qui nous aide beaucoup pour la recherche, qui a fait les posters que vous verrez affichés, et puis une nouvelle personne qui est psychomotricienne et qui travaille à Toulouse. Donc voilà, donc il y en a qui partent et il y en a qui arrivent. Donc ça, c'était pour vous parler un peu du soin. Qu'est-ce qui nous a occupés cette année pour améliorer et optimiser les soins? Et puis, vous savez que dans le centre de référence, on a des objectifs et des devoirs, comme on dit, mais je préfère dire des objectifs de formation et de recherche. Pour la formation, eh bien, ce qui nous a beaucoup occupés, c'est que peut-on proposer dans la filière déficience pour impliquer cet aspect trouble du comportement et trouble du comportement alimentaire. On a fait des formations, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Barcelone et nous avons été... j'ai été responsable de 2 fois 1 heure de ce qui s'appelle des ateliers de rencontre avec l'expert. Et donc, les pédiatres européens sont venus écouter ce que nous avions à dire sur comment prendre en charge les enfants de 0 à 3 ans qui présentent ce syndrome. On a eu beaucoup de succès, alors que c'était à 8 heures du matin. Tout le monde était présent, on a eu beaucoup d'échanges, c'était extrêmement intéressant. Donc, je vais maintenant terminer sur la recherche, parce que c'est bien sûr quelque chose, c'est une mission du centre de référence et c'est quelque chose qui nous préoccupe. Où en est-on? Donc, il y a 2 points que je voudrais discuter avec vous, vous présenter. On est dans une situation un peu particulière depuis maintenant 1 an, où les industriels, les laboratoires pharmaceutiques s'intéressent au syndrome de Prader-Willi et proposent des essais cliniques. Donc, ils ont commencé bien sûr aux États-Unis, ils ont commencé aussi en Europe et bien sûr en France. Et sachez que le centre de référence discute toujours avec ces laboratoires, on est toujours interpellés, on participe aux réflexions qui peuvent amener aux essais cliniques. Donc, juste pour vous faire un point, on a une problématique qui est toujours la question quand il s'agit d'une maladie rare, parce que ça veut dire que si c'est rare, c'est que les patients sont peu nombreux. Et en même temps, on est avec les laboratoires pharmaceutiques, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des patients dans le plus de pays possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans la tête, c'est-à-dire que ce sont des études européennes qui nous sont proposées par les laboratoires. Il y a un laboratoire américain, qui est le laboratoire Zafgen, qui a développé une molécule qui n'était pas au départ prévue pour une molécule qui va faire perdre du poids et modifier l'appétit, qui était une molécule utilisée dans un certain cancer qui s'appelle la leucémie myéloïde chronique. Et on s'est rendu compte qu'elle faisait maigrir et diminuer l'appétit. Et donc, il y a ce qu'on appelle une reposition de ce médicament dans l'obésité sévère et dans le syndrome de Prader-Willi. Il y a une première étude qui a terminé aux États-Unis l'année dernière. Et cette année, ils ont démarré une étude sur 150 personnes âgées de 10 ans à 50 ans, je crois, ou 55 ans. Donc voilà, tous les patients ont été recrutés aux États-Unis et on va bien voir, c'est une étude qui dure 6 mois, plus 6 mois d'ouvert, donc 1 an. Donc ils veulent faire la même chose en Europe et donc en France. Et donc après, le nombre de places, c'est exactement pareil pour les États-Unis, eh bien on va les répartir, nombre de patients qui peuvent être inclus en fonction des pays. Donc on est très vigilant, on veut bien sûr que les patients français en bénéficient, mais on ne peut pas ils veulent faire une étude sur 150 patients, on n'aura pas 150 patients. Donc la proposition qu'on va faire, on va la moduler, on va essayer d'avoir le mieux possible. En France, c'est moi qui coordonne cette étude, et donc je veillerai à ce qu'on puisse inclure les patients
patients. C'est une étude un peu lourde, ce qui fait que lourde, ça veut dire qu'il y a toujours du placebo. Toutes les études qui sont faites par des laboratoires ont obligatoirement du placebo. Parce qu'on ne peut pas avoir d'autorisation de commercialisation, et ce qui s'appelle autorisation de mise sur le marché, si on ne fait pas de placebo. C'est-à-dire que tous les enfants qui participent au protocole ne sont pas sûrs d'avoir le médicament. Et toutes les études ne font pas ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire toutes les études ne proposent pas à tous les patients d'avoir le médicament actif. Et ça, on n'y peut rien. Quand les laboratoires pharmaceutiques ont décidé ce protocole, ils ont eu l'accord des autorités régulatrices, c'est-à-dire l'EMEA en France, l'Agence européenne du médicament, et aux États-Unis, la FDA. Et donc, c'est eux, ils ont déjà discuté avec eux et on ne peut pas modifier ce genre de choses. Je vous explique tout ça parce que je pense que c'est important. Donc, ce laboratoire Zavgen, eh bien, on a eu l'accord, le CPP nous a posé quelques questions. Donc, le CPP, c'est le comité de protection des personnes qui est indispensable. Et donc, il nous a posé des questions, mais on va y répondre facilement. Et je pense qu'en France, ça démarrera. On ne sait pas quand, parce qu'après, c'est toutes les formalités administratives qu'il faut faire. Mais nous démarrons cette étude en France. Il y a notre laboratoire, le laboratoire Novo Nordisk, qui va proposer une étude uniquement chez l'enfant d'un analogue du GLP-1. Ce médicament s'appelle le liraglutide. Là, c'est aussi une histoire intéressante que je voudrais qu'on partage, parce que c'est l'agence européenne qui a on va dire obligé quand même, le laboratoire Novo Nordisk, parce que celui-ci voulait travailler sur l'obésité des enfants, à faire une étude dans le cadre du syndrome de Prader-Willi. Et ça, je trouve que c'est une démarche intéressante. Donc l'agence européenne demande au laboratoire Novo Nordisk de faire cette étude. Et donc cette étude va démarrer. En France, c'est pareil, c'est une étude européenne. En France, c'est le docteur Dienne qui va coordonner cette étude. Et c'est une étude qui s'adresse uniquement aux enfants. Il y aura deux parties dans cette étude. D'abord les enfants plus âgés, ensuite les enfants plus jeunes. Il y a un troisième médicament, un troisième laboratoire, le laboratoire Ferring, qui a fait une première étude aux États-Unis avec une molécule qui est un analogue de l'ocytocine, qui s'appelle la carbétocine. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore d'autorisation. Eux voudraient faire quelque chose qui est intéressant, il me semble, c'est-à-dire de commencer une étude et en même temps, à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc pour l'instant, ils n'ont pas eu les accords des autorités, ni par la FDA, ni par l'EMEA. Donc on va attendre pour voir ce qui se passe. C'est pareil, ça va être 150 patients qu'il va falloir inclure à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc ça pose le problème pour une maladie rare de quel enfant on va mettre dans telle étude et pourquoi on va mettre celui-ci et pas l'autre. Et ça, c'est une discussion éthique qui nous a amenés avec la Fondation pour la recherche sur le syndrome de Prader-Willi, vous savez, qui est américaine et canadienne, à réfléchir au mois de juillet dernier. On a été invités pour réfléchir avec eux. Il y avait des médecins, il y en avait très peu. En fait, il y avait Jennifer Miller, américaine, et moi-même. Il n'y avait pas d'autres médecins. Des personnes qui travaillaient à la FDA et puis tous les laboratoires qui proposent des médicaments, puisqu'aux États-Unis, il y a un autre laboratoire qui propose un analogue de la mélanocortine. Donc il y a vraiment aujourd'hui pas mal de molécules qui vont être étudiées dans le cadre du syndrome de Prader-Willi. Alors, on réfléchit à mettre en place un consortium international pour qu'on se mette tous d'accord, les professionnels, les laboratoires et les autorités régulatrices qui donnent les accords de commercialisation, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on ait des protocoles cohérents et qu'on ne propose pas à des patients de passer d'un protocole à l'autre sans avoir réfléchi suffisamment. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la recherche qui est coordonnée par les laboratoires pharmaceutiques. Un laboratoire pharmaceutique, son intérêt, c'est de montrer que la molécule a un effet, donc obligation de faire du placebo, et ensuite de commercialiser le plus rapidement possible ce traitement. Nous avons aussi, en tant que recherche universitaire, ou INSERM, des études et des protocoles de recherche qui sont en cours. Il y en a plusieurs. La plupart d'entre eux ont été financés par le ministère de la Santé, dans le cadre de programmes hospitaliers de recherche clinique. Donc il y en a plusieurs. 2 sont terminés. Le protocole qui utilise le topiramate, qui a été porté par Olivier Bonneau, Angèle Consoli et les autres personnes du centre de référence. Donc il est terminé. Les analyses, on espère les avoir en fin d'année prochaine. On espère en juin, mais disons en fin d'année prochaine, c'est sûr qu'on les aura. Une autre étude est en train d'être terminée, c'est le protocole qui s'appelle Anasilpra, qui est uniquement lui chez l'enfant, où on essaie de freiner la maturation osseuse chez les enfants qui ont une pilosité pubienne qui arrive trop tôt ou qui évolue trop rapidement, ce qui fait que la croissance peut être altérée.
Donc ça, c'est un protocole auquel on participe. Guénaël Dienne et Graziella Pinto ont inclus 20 patients avec un syndrome de Prader-Willi. Donc l'étude sera terminée, on aura tous les résultats fin décembre et on aura aussi une période d'analyse pour savoir si ce traitement est utilisable. Et nous, la recherche sur l'ocytocine que nous avons démarrée en 2007, eh bien, comme vous le savez, on a fait une première publication en 2011. On a terminé l'étude chez les nourrissons en 2014. On a des résultats qui sont très encourageants. Je n'ai pas encore la totalité des résultats parce que c'est une étude assez complexe. En particulier sur l'analyse des effets sur l'imagerie cérébrale des nourrissons. Mais bon, on a de bons espoirs pour qu'on puisse publier rapidement cette étude. Et ce qui nous a occupé, pour terminer, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons décidé avec Françoise Muscatelli, donc en associant la recherche fondamentale, nous avons décidé de déposer un projet européen pour avoir des financements européens, c'est-à-dire, pour vous donner un ordre d'idée, le financement que nous avions demandé, c'est 5 millions d'euros. Donc c'est un financement qui nous permet de faire de la bonne recherche. C'est des chiffres astronomiques. Et donc nous étions 18 partenaires européens, autant de cliniciens que de chercheurs fondamentaux sur les modèles de souris, sur les cellules, aujourd'hui ce qu'on appelle les cellules IPS, les cellules souches pluripotentes qu'on obtient à partir de prélèvements de peau, par exemple, dans notre cas, de personnes. Eh bien, malheureusement, nous avons passé toujours toutes les premières étapes et nous n'avons pas été retenus. Nous avons été très bien notés, mais bon, voilà, c'est comme ça. On a beaucoup travaillé à ça. Je peux vous dire que j'ai passé 3 mois extrêmement durs, difficiles pour faire ce projet, 70 pages. Ça n'a pas marché, alors il ne faut pas se décourager, on va recommencer. On a la possibilité de déposer en France, puisqu'on a eu la chance d'être labellisé à Toulouse comme fédération hospitalo-universitaire. Il y a aussi ici à Paris un institut hospitalo-universitaire qui s'appelle ICANN, qui aussi fait de la recherche avec Christine Poitou, Muriel Coupaille qui fait de la recherche sur le syndrome de Prader-Willi. Et on espère pouvoir obtenir des fonds aussi, des fonds importants. Nous allons déposer en février une demande à cet appel d'offres qui s'appelle Recherche hospitalo-universitaire. Et là aussi, on peut avoir 4 à 5 millions d'euros. Ce qu'il faut, c'est avoir une société pharmaceutique qui travaille avec nous pour montrer que si on fait ce travail-là, c'est pour mettre en place et offrir aux personnes un médicament. Donc, ce n'est pas si simple pour nous, je ne vais pas parler de tout ça, mais on est en train de réfléchir à est-ce qu'on peut accrocher un laboratoire pharmaceutique qui serait intéressé à travailler sur l'ocytocine avec nous. Donc voilà, on a aussi discuté avec les Américains. Peut-être que vous regardez de temps en temps le site de la Fondation pour la recherche américaine et canadienne. Donc ils sont en train de lever des fonds pour faire des études sur l'ocytocine. Alors de temps en temps, on se dit qu'ils pourraient être un peu plus en relation avec nous, parce que c'est quand même nous qui avons mené toutes ces études. Mais bon, l'important c'est qu'on ne se gêne pas les uns les autres et qu'on arrive à travailler ensemble. On a obtenu le brevet avec Françoise Muscatelli, Denis Suilo, une personne qui travaille avec Françoise Muscatelli et moi-même sur l'ocytocine dans le syndrome de Prader-Willi. C'est un brevet international. Mais il faut qu'on le défende et surtout qu'on puisse aller rapidement à l'autorisation de mise sur le marché. Et nous espérons pouvoir commencer l'année prochaine l'étude qui s'appelle de phase 3 chez les nourrissons, parce que c'est probablement l'indication qu'on pourra avoir rapidement. Alors tout ça, je voulais vous en parler parce que ce n'est pas simple quand on est parent de réfléchir de manière froide, on va dire, sur la recherche. Si on fait de la recherche, c'est qu'on n'a pas la réponse. Sinon, on ne ferait pas de recherche, on ferait ce qu'on appelle du soin courant. Si on n'a pas la réponse, c'est que le médicament qu'on va étudier, on n'est pas certain qu'il ait l'effet que l'on souhaite. Et on ne connaît pas non plus les possibles effets secondaires. Donc tout ça, c'est important pour vous que vous l'ayez en tête, c'est-à-dire que d'abord on peut avoir du placebo. Dans certains cas, eh bien, on n'aura que du placebo parce que le laboratoire, par exemple, nous ne ferons jamais ça en tant que chercheurs et médecins. Nous ferons toujours en sorte que tous les patients qui participent à une recherche puissent avoir le médicament à l'étude. Mais dans les laboratoires pharmaceutiques, ça n'est pas toujours le cas. Donc il faut le savoir aussi. Ensuite, se pose le problème de est-ce qu'un patient peut rentrer dans plusieurs protocoles de recherche? Là aussi, il faut réfléchir. Quels sont les effets potentiels récurrents du médicament qu'on a utilisé? Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mener. Il ne faut pas s'enflammer, entre guillemets, sur ces protocoles de recherche. Et puis, il faut quand même, bien sûr, que vous y participiez, que les familles y participent, parce que sinon, on n'aura pas la réponse aux questions. Donc, c'est une position, quand on est parent, je pense, à tout âge, qu'on soit parent de nourrisson ou d'une personne qui est loin d'être un nourrisson, c'est toujours les mêmes questions.
Alors, je suis là pour répondre à vos questions, si vous avez des questions sur les protocoles de recherche. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'on est à un moment très particulier où les laboratoires enfin s'intéressent à nous. Il ne faut pas que ce soit aussi des choses qui vont nous gêner aussi, c'est-à-dire on ne peut pas penser qu'à la recherche. Il faut aussi penser aux soins, à la qualité de vie, à cette approche-là. Et évidemment, l'approche des laboratoires, ça n'est pas la même que la nôtre. Ici, on est là pour que la personne vive le mieux possible avec son entourage, dans son lieu de vie. Le laboratoire, il est là pour avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc tout ça, c'est pas facile, mais je crois qu'ensemble, on peut y arriver, se poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses. Et je vous remercie de votre attention.